ciel, on dit qu'il a offert un éléphant blanc à Charlemagne. Et on en parle aussi beaucoup dans les contes des Mille et une nuits. Ce grand calife avait une femme, Zoubada. D'elle, on parle aussi dans les contes des Mille et une nuits, mais beaucoup loin. Comme souvent des femmes, on les oublie un peu. Pourtant, après mon mariage, Zoubada demande à Haroun d'apprendre un métier manuel. Mais enfin, Zoubada, pourquoi tu veux que moi, le roi, le calife, le commandeur des croyants, j'apprenne un métier? Écoute, j'ai un vizir, des conseillers pour m'aider à gouverner. Et puis au palais, eh bien, on a des cuisiniers, des cordonniers, des jardiniers, des couturiers, des porteurs, des serviteurs, des tailleurs. J'ai pas besoin d'apprendre un métier, et puis encore moins un métier manuel. Mais Zoubada insiste, tu sais, un métier manuel, ça serait bien. Ça serait bien parce que tu sais, aujourd'hui, tu es le calife. Tu as le pouvoir. Mais le pouvoir est capricieux. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Par contre, tes mains, tu les as toujours avec toi. Et un jour, un métier manuel pourrait être utile. Et puis, tu sais, ça te changerait les idées, ça te ferait le plus grand. Alors, il accepte. Il accepte d'apprendre un métier manuel. Mais lequel choisir? Cordonnier? Travailler le cuir sale, les chaussures usées? Ah non, c'est pas. Cuisinier? Ah, il aime bien la bonne chair, préparer des petits plats. Hein. Ah mais non, l'odeur de cuisine, ça reste dans les cheveux, les habits, la barbe. Non. Ah. Jardin. Il aime bien se promener dans son jardin et regarder les plantes, les fleurs, les arbres. Ah mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il ne veut pas que son peuple sache que lui, Haroun al-Rachid, le calife, le commandeur des croyants, apprend un métier manuel. Oh non, non, non. Alors il a une idée. Eh bien, il va apprendre à tisser des tapis et à broder des tissus. Et comme ça, eh bien, il pourra reproduire toutes les merveilles de son jardin. C'est décidé. Il choisit une pièce discrète de son palais et il fait venir des maîtres tisserands d'Ispahan, des maîtres brodeurs de Samarcande. Ah, j'ai oublié de vous dire. En ce temps-là, dans ces contrées, vous allez avoir du mal à me croire. Contrairement à aujourd'hui, eh bien oui, la paix régnait dans ces contrées en ce temps-là. Et il y avait des échanges culturels, commerciaux, artistiques. L'apprentissage de Haroun al-Rachid prend longtemps, mais il prend mieux. Et alors Zoubada, quand elle reçoit un petit tapis fabriqué des mains de son mari, ou un tissu qu'il a lui-même brodé, oh. Mais elle est confiante. On apprend dans les contes des Mille et une nuits que Haroun al-Rachid, il sort parfois de son palais
déguisé en marchand ou en artisan, et il se promène dans les rues de Bagdad pour voir directement si son peuple est heureux, ou bien pour voir de quoi son peuple se plaint. Mais un soir, eh bien, il est capturé par des brigands qui veulent prendre son argent. Et de l'argent, il ne l'a pas sur lui. Alors, il dit aux brigands, je n'ai pas d'argent sur moi, mais je peux vous en faire gagner beaucoup, parce que vous ne trouverez personne dans Bagdad ou aux environs qui sache tisser ou broder mieux que moi. Alors le chef des brigands le regarde et lui dit, d'accord, tu vas travailler pour nous, mais si tu nous as menti, je te préviens que ta tête ira rejoindre ta bouche très vite. Pendant ce temps, au palais, on s'inquiète. Haroun al-Rachid ne revient pas. On le fait chercher le jour, la nuit, à Bagdad, dans les environs. Rien, personne. Mais Zoubada, elle sent son instinct de femme. Elle sent que son mari est toujours vivant. Alors Zoubada, eh bien, elle résiste à la pression du vizir, des conseillers, etc. Et elle fait en sorte que les affaires soient traitées comme si son mari était là. Les jours passent. Les affaires sont traitées, les visiteurs sont reçus. Un jour, un marchand qui vend de belles étoffes se présente au palais. Oh, ben des marchands au palais, il y en a tous les jours. Mais celui-ci il insiste particulièrement pour voir la sultane. Elle accepte. Alors il déroule un magnifique rouleau de tissu, brodé en fil d'or. Ah. Combien? 1000 dirhams. Mais c'est cher, 1000 dirhams. Mais madame, regardez la qualité du tissu, la qualité du fil d'or. Et regardez la finesse et le soin des broderies. Alors, Zoubada examine plus attentivement le tissu. Elle reconnaît le doigté de son mari, mais elle ne laisse rien voir. Elle examine encore plus attentivement. Et elle voit que parmi les broderies et les entrelacs, son mari lui indique l'endroit où il est retenu. Elle informe le marchand qu'elle achète le tissu et qu'on va lui apporter ses 1000 dirhams comme il demande. Dès qu'elle quitte la pièce, elle convoque rapidement le vizir et des personnes de confiance. Le marchand quitte le palais avec ses 1000 dirhams, mais il est suivi de près, discrètement, et il est arrêté dans une ruelle obscure. Dans les heures qui suivent, sur une colline au sud de Bagdad, arrive un troupeau de bergers avec des moutons et un groupe de paysans qui marchent sur un sentier. Et enfin, une caravane de marchands sur le chemin. Zoubada ordonne l'assaut. Marchands, paysans et bergers se débarrassent de leur déguisement et pénètrent dans la grotte où il est retenu. Haroun al-Rachid et ses compagnons de captivité sont libérés. Il est ému, Haroun al-Rachid. Il est ému de retrouver la liberté. Mais il est aussi très ému de voir sa femme à la tête des combattants qui l'ont libéré. Alors, il les remercie
chaleureusement. Mais il remercie aussi particulièrement Zubada. Merci du fond du cœur, Zubada. Grâce à toi et tes conseils, j'ai appris à me servir de mes mains et je suis libre. Grâce à toi, ta persévérance, ton courage, je suis libre. Je suis toujours le calife de Bagdad et je vais pouvoir continuer à gouverner avec toi. Là aussi. On va. Il était une fois en Inde trois voleurs. Ils n'étaient pas voleurs par vocation. Ils avaient longtemps erré, traîné dans les rues, cherché des petits métiers. En vain, ils avaient mendié. Ils se traînaient dans la misère et la vie était dure. Leur association était fructueuse. Et au bout de beaucoup d'efforts, ma foi, ils se retrouvaient à la tête d'une certaine fortune. Mais vous savez bien, pas d'argent, pas de soucis. Avec la richesse, étaient arrivés des soucis. Ils devenaient grincheux, pas concentrés quand ils volaient, tout le temps préoccupés par leur bourse. Ils ne se faisaient plus confiance entre trois. La nuit, quand ils dormaient, si l'un bougeait dans son sommeil, aussitôt les deux autres se dressaient. Ah, il part avec la bourse. Ils étaient très fatigués. Ils devenaient maladroits en volant. Mais c'était très inquiétant. Ils ont décidé de se séparer. Partageons la bourse en trois et allons chacun de notre côté. D'accord. Ils ont ouvert la bourse. Ils ont compté l'argent. Une belle somme en vérité. Il y avait exactement 1000 pièces d'or. Ah, c'est bien, 1000 pièces d'or, mais ça ne se partage pas en trois. Le premier, le plus intelligent, a dit « Mais elle est pour moi cette pièce. C'est moi qui vous trouve tous les bons coups. C'est moi qui ai eu l'idée de l'association. Bien sûr qu'elle est pour moi. » Ah oui, elle est pour toi. Et pourquoi pas pour moi? Je suis le plus habile, c'est moi qui sais mieux me faufiler dans la foule, faire les poches aux uns, voler un portefeuille à l'autre, m'introduire dans une maison. Sans moi, vous seriez encore dans la misère. Elle est pour moi, cette pièce. Ah, elle est pour toi, cette pièce. Et quand vous êtes en danger, qui est-ce qui vous défend? Dit le plus fort. De toute façon, c'est pas la peine de discuter. Vous allez voir, si vous ne me la donnez pas, cette pièce, les coups que vous allez prendre. Et ils se disputaient, ils discutaient de plus en plus fort. Stop, a dit le premier. Nous allons nous faire remarquer. C'est vraiment la pire chose à faire. J'ai une idée. Restons ensemble, le temps de gagner
200 pièces d'or supplémentaires. 1200 pièces d'or. Nous sommes tous d'accord, ça se partage en trois. 400 pièces d'or chacun. Jolie pécule. Nous ne nous faisons plus confiance. Nous allons trouver un logement discret et nous demanderons à notre logeur de nous garder la bourse. D'accord. Ils ont trouvé exactement ce qu'ils cherchaient. Une maison pas trop loin du centre, mais un petit peu isolée quand même, dans un quartier tranquille. Là vivait un vieil homme, tout seul. Il se présente. Nous sommes 3 marchands. Nous avons encore des affaires à faire en ville, mais nous avons peur qu'on nous vole. Nous aimerions vous donner notre bourse. Vous la mettrez en lieu sûr, dans un endroit connu de vous seul, et vous ne nous la donnerez que quand nous serons tous les 3 devant vous à vous la demander. Tu as compris, tes gars? Ben oui, j'ai compris. D'accord? Les 3 devant moi. Et je vais cacher la bourse. Et voilà. Tout était parfait. Et nos 3 hommes continuent leurs petites affaires, volant de ci, volant de là. Tout allait très bien. Mais, vous vous rappelez, nous sommes en Inde. Quand on vole, on se démène. Parfois, on est obligé de courir. C'est un métier fatigant. Nos 3 hommes avaient chaud. Quand on a chaud et qu'on transpire, et ben on pue. Et quand on pue, on ne peut plus voler. Parce qu'alors là, imaginez, oh, ils n'étaient pas si bêtes, nos 3 voleurs. Ils ont décidé d'aller au bain public. Très bien. Les bains publics. Oui, on peut y louer des serviettes pour se sécher. Ou enfin, ils vont se donner tant de mal pour accumuler pièces d'or sur pièces d'or pour aller payer des serviettes au bain public. Mais on a demandé à notre logeur. Il nous prêtera des serviettes. Ah ben oui, bien sûr, bonne idée. Ils sont allés voir un logeur. Ben, un peu là, un peu plus intelligent. Les autres étaient à la porte de la maison. On n'a pas besoin d'être 3 pour une blonde de serviette. Oui. Les hommes, donne-moi la bourse. Ah ben non. Tu es tout seul devant moi. Vous m'avez bien dit 3 devant moi. Ah non, je ne te donne pas la bourse. Mais regarde, ils sont juste là. Ah tiens, va à la fenêtre, tu as qu'à leur demander. Est-ce que je dois la lui donner? Ben oui, évidemment, dépêche-toi. Le vieillard lui donne la bourse. Le voleur s'empresse de filer par la porte de derrière, et les 2 autres commencent à trouver le temps long, dans le jardin, devant la porte. Bon alors, cette serviette, elle arrive ou non? Quelle serviette? Mais il t'a demandé une serviette? Pas du tout, il m'a demandé la bourse. Et tu l'as lui as donné? Ben oui. Je vous ai demandé, est-ce que vous voulez que je la lui donne? Vous m'avez dit oui, mais on parlait de la serviette. Ben moi j'ai cru que c'était la bourse. Et là, le vieil homme commence à être très inquiet. Il commence à se demander s'il n'a pas fait une grosse bêtise. Les 2 voleurs ne l'entendent évidemment pas de cette oreille. Mais on t'avait dit les 3 devant toi, pas un devant toi et 2 devant la porte. Ah non! On va chez le juge. Les voilà, tous les 3. Le vieillard et les 2 voleurs devant le juge. Et ils racontent leur histoire. Le juge
est très embêté. Il voit bien que ce vieil homme, il sent bien une entourloupe, il voit bien que ce vieil homme s'est fait avoir. Il le sent bien, mais il doit bien reconnaître que 3 devant toi, c'est pas un devant toi, 2 dans le jardin, et il est obligé de convenir que le vieil homme a été imprudent. Je te donne 3 jours. Dans 3 jours, venez tous ici et tu rembourseras l'argent. Ils se séparent, le vieil homme est désespéré. Jamais, jamais, même quand il travaillait dur, il n'a eu une telle somme d'argent entre les mains. Il s'en va en trébuchant dans les rues, aveuglé par ses larmes, et il finit par se laisser tomber au pied d'un mur, accablé. Il reste longtemps. Et tout d'un coup, il sent une petite main se poser sur son épaule et une petite voix lui dire « Mais grand-père, mais qu'est-ce que tu as, grand-père? Mais dis-moi pourquoi tu pleures. Ah, laisse-moi, laisse-moi. » Il ouvre les yeux. Une petite mendiante, moins d'une dizaine d'années, assurément, mince comme une tige de blé et les yeux brillants comme des étoiles. Mais dis-moi, je peux peut-être t'aider. Mais non, personne ne peut m'aider. Mais soulage ton cœur, ça te fera du bien. Je sais bien, moi, quand on a de la peine. Il faut en parler à quelqu'un. Tu n'as rien à perdre. Et le vieillard pense que oui. Ma foi, elle a raison. Il lui raconte tout, depuis le début. Et les yeux de la petite fille se mettent à briller, briller. Et elle lui dit, mais je sais moi, mais c'est facile, mais je sais ce qu'il faut lui dire au juge. Vous avez une idée? Ne me dites pas où il faut lui dire que son voleur, je vous rappelle que le vieillard n'en sait rien. Hein. Il n'y a que vous et moi qui le sachiez. En attendant, le vieillard emmène la petite chez lui et lui faire un bon repas. 3 jours passent. Le voilà devant le juge avec les 2 voleurs. Alors, vieillard, as-tu apporté la bourse que tu remboursais ta dette? Oui, oui, monsieur le juge. Je l'ai. J'ai la bourse, j'ai l'argent. Mais j'ai bien compris la leçon. Je ne la donnerai que s'ils sont 3 devant moi. Allez me chercher le 3e et je rendrai l'argent. Le juge est émerveillé par cette astuce. Il lui dit, mais vieillard, pourquoi tu ne m'as pas répondu ça il y a 3 jours? C'est que on m'a aidé. Je n'ai pas trouvé tout seul. Et qui t'a aidé? Oh, vous ne le croirez pas. Une petite mendiante. Pas plus que 10 ans. Mince comme une tige de blé et les yeux brillants comme des étoiles. Va me chercher cet enfant. Alors le vieillard retrouve la rue où il a tant pleuré. Il retrouve la petite fille. Il l'amène au juge. Et le juge la questionne, la fait parler. Et il est émerveillé par son intelligence, par la finesse de ses réponses. Et il lui dit, petite, si tu es courageuse, si tu aimes travailler, si tu as une bonne mémoire, est-ce que ça te plairait d'apprendre les lois, de travailler dur et de prendre ma place un jour, quand je serai trop vieux?
pour rendre les jugements. Et la petite a les yeux qui brillent encore plus fort et elle lui dit « Oh, je suis courageuse et je ne rechigne pas à la tâche. Ah oui, ça me plairait. Oui, ça me plairait de rendre la justice. » Et alors, la petite fille est restée chez le juge et elle est devenue la première femme juge de la ville. Fujiko est heureuse. Aujourd'hui, elle épouse Taizo, l'homme dont elle est amoureuse. Dès que leur union est prononcée, comme le veut la tradition, ils vont tous les deux, son mari et elle, habiter chez la belle famille. Le lendemain, tôt le matin, comme tous les hommes, Taizo part travailler au champ. Fujiko, elle, reste avec sa belle-mère, Oniko. Toutes deux travaillent, font le travail ménager et domestique. D'un seul coup, Fujiko devient toute verte. Ah! Ah! Mais qu'as-tu, ma fille? Tu es malade? Non, non, ça va mieux. Ça va déjà mieux. C'est passé. Elle se remet au travail. Quelques minutes plus tard, rebelote. Fujiko se plie en deux. Elle est obligée de s'allonger par terre pour que la douleur passe. Mais dis-moi, enfin, je dois savoir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Une tisane, une bouillotte? Je dois savoir si tu es malade. C'est que je dois vous dire, belle-mère, que chaque matin, pour être bien, j'ai besoin de péter, de pétarader. Ah. Eh bien, pète donc la ton gré, ma fille, s'il le faut, si c'est pour ta santé. Fujiko la remercie d'un sourire et de son plus beau paix. Un paix tonitruant, quelque chose qu'on n'a jamais entendu dans toute l'histoire des paix. La belle-mère en est estomaquée. Mais bon, elle a donné son accord, c'est une femme de principe, elle ne va pas revenir dessus. Au bout de quelques jours, les voisins viennent se plaindre auprès d'Oniko. Oui, on ne peut plus dormir, on est réveillé tôt le matin par des espèces de détonations, des déflagrations, c'est comme ça tous les jours. Oniko temporise, écoutez, il faut savoir vivre ensemble. Je vais lui demander de faire quelque chose. Mais la situation ne s'arrange pas. Les voisins, exténués, deviennent hargneux. Certains jettent des pierres sur Taizo quand il revient du travail. Dans cette situation, tout le monde est malheureux. Les voisins sont fatigués, énervés, agacés. Oniko est très embarrassée. Fujiko est humiliée, elle n'ose plus sortir. Et Taizo, lui, il est bien embêté aussi, parce que lui, il est fou de sa femme. Un jour, alors qu'il est parti travailler, Oniko, sous la pression des voisins, prend sa décision. Fujiko, il faut que je te parle. La situation est devenue insupportable.
tu dois partir. Retourne chez tes parents, eux sont habitués. Nous n'en pouvons plus. Fujiko prépare ses affaires et elle se met en marche. Elle arrive près d'un verger. Elle le longe. Elle aperçoit deux petits vieux. Alors lui, il est monté sur une échelle avec un bâton. Il essaye de faire tomber les poires d'un arbre. Et puis elle essaie de soutenir l'échelle. Ils ne sont pas très vaillants. Fujiko, qui a retrouvé sa joie de vivre et sa bonne humeur, s'approche d'eux en disant « Je parie que moi, j'arrive d'un seul coup à faire tomber tous les fruits de cet arbre. » Les petits vieux sont partants, bien entendu. Fujiko se plante au pied de l'arbre. Et là, elle fait un paix époustouflant. Instantanément, toutes les poires tombent. Les petits vieux sont tout contents, ils applaudissent. Fujiko est très fière, très contente de ce qu'elle vient de faire. Voilà Taizo qui arrive, essoufflé en courant. Il cherchait sa femme, il était inquiet. Et puis il a entendu ce bruit hors norme. Il l'a reconnu, c'était sa femme. Alors il est venu en courant, il se retrouve. Et là, Fujiko comprend qu'elle a un pouvoir. Que ce qui est considéré comme un défaut est en fait une qualité. Et elle décide d'en faire quelque chose. Elle fonde son entreprise. Elle fait même de la publicité. Avec Fujiko, tous les fruits tombent illico. Pour la cueillette, plus personne ne s'inquiète. Elle a une renommée d'abord régionale, puis dans tout le pays. Elle est appelée, elle est demandée pour ses services. Elle fait fortune. Et voilà comment elle a su transformer ce qui était considéré comme une tare. Elle a su le transformer en un véritable talent. Cette femme d'un seigneur des terres du Sud attend un enfant. Lui, guerrier, il veut un fils, évidemment. Las, c'est une fille qui est venue. Furieux qu'on enlève cette chose hors de ma vue. Il n'a même pas voulu lui donner un nom. Qu'on l'enferme dans la plus haute tour du château et qu'on ne m'en parle plus jamais. La pauvre mère en est morte de chagrin. Dans la plus haute tour du château, il y a un grenier. Dans le grenier, des chauves-souris. Elles adoptent le bébé, lui apprennent à vivre comme elle. Le jour, elle dort, la tête en bas, les pieds accrochés à une poutre. Et la nuit, elles vont faire la java avec les hiboux et les lucioles des environs. Beaucoup de temps se passe. Un jour, un jeune roi des terres du Nord arrive au château. Le seigneur lui propose l'hospitalité. C'est un jeune homme mélancolique, solitaire.
il se cherche une femme depuis longtemps. Un soir, au souper, il pose enfin la question qui le tracasse. « Seigneur, n'auriez-vous point une fille à marier ?» Au seul mot de fille, ce farouche guerrier se lève livide, quitte la table sans un mot d'explication. C'est un serviteur qui explique toute l'affaire au jeune homme. Nous aurions bien quelque part une jeune fille, mais qu'est-elle devenue? Nul ne le sait. Dans ses appartements, le Seigneur réfléchit. Cette chose, si je pouvais la vendre un bon prix, ça ferait bien mon affaire. Aussitôt, il prend le chemin de la tour, suit de longs couloirs obscurs, arrive au pied d'un escalier, monte, ouvre la porte et reste bouche bée. Il voit pour la première fois la fille qu'il n'a jamais voulu voir, nue comme au jour de sa naissance, délicatement éclairée par un rayon de lune. Elle est magnifiquement belle. Même lui est ébloui. « Attendez-moi là !» Il s'en retourne dans ses appartements, prend la plus belle robe de sa défunte femme, revient. « Vous vous présenterez au château ainsi vêtu demain matin. C'est un ordre. » « Oh, d'accord, dit la fille. C'est l'heure d'aller faire la java dehors avec les copains. » Le lendemain matin, il fait un temps radieux. Le jeune roi demande qu'on lui dresse une table dans le jardin sous un pommier. Il attend impatient. Enfin, elle arrive, baignée par les rayons du soleil. Elle est resplendissante. C'est un enchantement. Mademoiselle, si vous voulez bien venir vous asseoir à côté de moi, nous pourrions converser. Oh, elle prie avec un bâillement énorme. Vous savez, monsieur, c'est pas vraiment mon heure pour la conversation. Elle avise une branche dans le pommier, s'y suspend par les pieds la tête en bas, ses jupons suivent le même chemin, dévoilant à tout le monde une adorable paire de fesses. Furieux! Qu'on la dépende immédiatement, hurle le Seigneur, hors de lui! Non. N'en faites rien, Seigneur. Voyez-vous, c'est la plus belle pomme de votre pommier. Par contre, pour la conversation, c'est pas terrible. En plus, elle siffle en dormant. Mariez-la donc à un hibou. Le jeune roi s'en retourne dans ses terres du Nord, plus solitaire et mélancolique que jamais. Arrivé là-bas, il n'a plus goût à rien, ni à rire, ni à parler, ni à manger, ni la chasse, ni la musique, plus rien ne l'intéresse. Les docteurs diagnostiquent une forte dépression d'amour fou. Tous les soirs,
il guette le ciel, il guette. Rien. Par une nuit d'hiver froide, venteuse, neigeuse, il entend un sifflement. Il se précipite, ouvre la fenêtre et ses bras, et les referme sur sa bien-aimée, jeune fille chauve-souris des pays du Sud. On dit que la lune et les étoiles se sont cachées pour les laisser tranquilles. Après le mariage, ils ne se voient guère. Lui, dans la journée, il vaque aux affaires du royaume. Elle dort, les pieds accrochés à une poutre, la tête en bas. Le soir, quand il rentre, elle s'apprête à partir faire la Java avec les hiboux et les lucioles du pays du Nord. On raconte que c'est probablement là la raison pour laquelle ils ont vécu ensemble, heureux, longtemps. Il aimerait bien partager ce qu'il a fait avec un public. À qui va-t-il s'adresser? Point de festival, pas de musée, pas de public bienveillant comme le public de la Sermane. Rien. Alors, il fait venir ce qu'il a créé en dernier, l'homme et la femme. Il s'adresse à l'homme, lui présente toute la création, le ciel, la terre, le soleil, la lune et ses myriades d'étoiles, les plantes, les arbres, les animaux et la femme. Qu'en penses-tu, l'homme? Oh, c'est bien, c'est pratique. Mais à ton avis, quelle est la plus belle réussite de la création? Sans hésiter, l'homme tend son doigt et dit « c'est elle ». Il laisse passer un temps, puis se tourne vers la femme. À nouveau, il décrit tout ce qu'il a mis tant de temps à faire avec délectation. Le ciel, la terre, les végétaux, les animaux et l'homme.
Et toi, que penses-tu? Oh, ben c'est bien, c'est beau, c'est élégant. Et à ton avis, quelle est la plus belle réussite de la création? Sans hésiter, la femme tend son doigt vers l'homme et dit: je suis d'accord avec lui. Alors, vous avez entendu les histoires de Michel, notre formatrice, d'Hélène, notre présentatrice, Pascal, Notre musicien.